d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie pour votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Eh bien, on continue comme chaque dimanche et lundi à partager avec vous un petit bout de votre après-midi, que vous soyez à la maison, au travail ou sur le net aussi. Vous pouvez nous suivre en direct. En tout cas, nous sommes là avec des invités, les chroniques du lundi. Aujourd'hui, une seule chronique, puisque le Dmi Yambar, qu'on la retrouvera dès la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, ça ne va pas être possible, elle n'est pas là, mais on vous promet de la retrouver lundi prochain. Pour les chroniques, donc je le disais, Hassan Chemache est déjà installé. Pour la chronique Votre Santé, vous vous êtes habitué à cette chronique où on apprend beaucoup de choses sur notre santé, sur les conseils pratiques qui sont notamment donnés par tous les médecins et professeurs qu'il rencontre. Et aujourd'hui, il sera question de l'insuffisance rénale, mais également de la greffe. Alors, qu'est-ce que tout cela? Vous allez le voir avec Hassan Chemache qui va bien nous expliquer la thématique avec une interview qu'il a quand même pu avoir et une personne donc spécialiste. On la découvrira dans quelques instants. Juste à côté de Hassan Chemache, une ancienne, et oui, qui nous a lâchés. C'est ça, elle nous a lâchés parce qu'elle avait d'autres choses à faire. Mais c'est pour la taquiner, bien sûr. Il s'agit de Leïla Assès qui fait son retour dans l'émission en tant qu'invitée, parce que Leïla nous a accompagnés quand même durant toute une saison, puisqu'elle parlait de l'Afrique, chose que fait aujourd'hui Narcisse Youmbi, que vous avez retrouvé hier. Mais Leïla reste toujours une journaliste culturelle passionnée par l'Afrique, et aujourd'hui elle viendra nous parler d'un événement panafricain. Alors il s'agit d'un dispositif d'accompagnement en communication culturelle. Vous allez me dire, mais c'est quoi tout ça? Eh bien les détails avec Leïla Assès qui va tout vous expliquer, parce que je pense que vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez même y participer, qui sait. En tout cas, les informations, on les retrouvera avec Leïla. Et puis en deuxième partie, nous recevrons deux invités. Une qui est passionnée par les plantes, par tout ce qui est fleurs. D'ailleurs, elle nous a bien décoré le plateau aujourd'hui avec de très très jolies plantes, des fleurs. Et il y en aura pour tout le monde. Aujourd'hui, voilà, on vous gâte avec des fleurs, de la nature. Ça fait du bien et ça remonte le moral. Il s'agit de Myriam Mansouri, vraiment une passionnée de tout ce qui est plantes et fleurs. Elle nous en parlera tout à l'heure. Et puis un autre passionné aussi, finalement, des fleurs et des plantes. Mais lui, il est artiste. Il s'agit de Farid Rouja qui sera là, qui a fait le déplacement depuis Blida pour nous parler d'un événement qui compte commencer donc le 25 de ce mois, à savoir le festival de la chanson Robi, qui en est à sa 7e édition, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça commence du 25 au 28 et ça va se passer à Blida. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Hommage tout à l'heure également à une grande dame du théâtre. Ce sera dans la chronique Nostalgie. Mais tout de suite, eh bien, on accueille notre invitée, Leïla Assès. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça me fait tout bizarre d'être là en tant qu'invitée. Oui. Je passe de l'autre côté. Voilà, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que dès qu'il y a quelque chose en matière d'Afrique, vous êtes la bienvenue. Merci. Et ce sera le cas dans quelques instants. Hassan Chemache est là également. Lilia, bonjour. Toujours élégant, Hassan. Merci. Ça va? Merci, ça va. Toujours un plaisir. Costume cravate aujourd'hui. Oui. Alors, nous allons parler... D'ailleurs, on va commencer tout de suite, si vous le permettez, avec la chronique santé, parce que, vous le savez, on s'intéresse à votre santé en quelques minutes, mais quelques minutes qui sont très, très riches. Et aujourd'hui, Hassan a décidé de nous parler de l'insuffisance rénale. Pourquoi ce sujet de l'insuffisance rénale? C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Il y a de plus en plus de personnes insuffisant rénal en fait. Le rein, c'est un organe noble. C'est un organe petit, mais il a un rôle extraordinaire dans notre corps. Il joue un rôle de filtration et en fait de d'épuration et de régulation de l'organisme. Lorsqu'on ne prend pas en charge, lorsqu'on ne s'occupe pas bien de ses reins, lorsqu'on abuse, on mange n'importe quoi, nous allons y revenir, nous allons parler des facteurs de risque, alors on devient insuffisant rénal. Insuffisant rénal, croyez-moi, j'ai vu beaucoup de malades au niveau des structures de santé, ils ne peuvent rien faire en fait. Quand on a un problème rénal, on est incapable de faire quoi que ce soit. On dépend d'une machine. On ne peut pas bouger, on ne peut pas marcher. On dépend d'une machine. Alors, un peu partout dans le pays, il y a des centres de dialyse. Pour les personnes âgées, ça peut aller jusqu'à 2 fois par semaine. Mais pour les jeunes, jusqu'à 5 fois. Vous imaginez? Moi, je pensais que c'était le contraire. Si. Pour une personne jeune, c'est une personne active, une personne qui est en croissance. Donc, il faut jusqu'à
jusqu'à 5 séances par semaine, vous imaginez ça. Et c'est atroce, c'est douloureux. Hein. Moi, j'ai vu sur le terrain. C'est-à-dire même la séance en elle-même, elle est douloureuse? Elle est douloureuse, oui. D'accord. Pourquoi c'est douloureux? C'est douloureux, c'est la machine, c'est le sang qui est nettoyé. Parce que, en fait, le rôle du rein, c'est il nettoie, il filtre le sang. C'est pour un petit peu se débarrasser des déchets. Les déchets sont toxiques, on ne peut pas les laisser dans notre corps. Du coup, lorsqu'on est branché à une machine, c'est douloureux. Moi, j'ai discuté avec les malades, j'ai vu. Après la séance, ils deviennent faibles, fatigués. Voilà. Donc, vous imaginez. Alors aujourd'hui, en Algérie, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Pourquoi? Parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils ne boivent pas assez d'eau, parce qu'il paraît que l'eau aussi, c'est très important. Il y a plusieurs facteurs en fait qui détruisent nos reins. Vous allez le découvrir avec la chef de service néphrologie au CHU, Nafissa Hamoud Exparné. Alors il y a plusieurs facteurs. Je citerai le tabac qui est un facteur de risque de tous les maux, en fait, de toutes les maladies. On revient toujours au tabac. Il y a le diabète quand il n'est pas équilibré, il détruit les reins. L'hypertension aussi. Je vous propose d'écouter Souad Chelroum, elle est professeure, chef de service, elle est à l'hôpital Parné. Elle va nous dire, en fait, elle va nous parler des facteurs de risque de l'insuffisance rénale. On y va tout de suite. Les facteurs de l'insuffisance rénale chronique, il n'y en a pas beaucoup. Les plus importants sont l'hypertension artérielle et le diabète non insulinodépendant. Chez l'adulte, pour prévenir ces facteurs de risque, il faut faire une bonne hygiène de vie, une bonne activité physique et dépister surtout ces deux grandes maladies. Pour comment? Par une prise de tension simple, 2 à 3 fois par semaine, par un bilan sanguin biologique standard, par un examen des urines, par une bandelette urinaire, et aussi en évitant, surtout chez les enfants, les maladies rénales qui peuvent se cacher. Comment on peut les éviter? Quand on voit un enfant qui a des œdèmes, qui a pris du poids, qui a une pâleur, il ne faut pas attendre longtemps pour aller consulter. Ça veut dire qu'il a probablement une maladie rénale, sachant que la maladie rénale est pourvoyeuse d'anémie, est pourvoyeuse de fatigue, d'asthénie. Donc tous ces facteurs-là qui font qu'un enfant en retard scolaire, qui n'arrive pas à suivre ses cours, c'est un symptôme qu'il faut chercher. Donc l'insuffisance rénale chronique, parmi ces facteurs aussi, il y a des maladies familiales. Donc il ne faut pas hésiter à voir et à demander, quand on a des maladies familiales, à les dépister chez les enfants depuis le jeune âge. Il ne faut pas attendre longtemps pour consulter chez un pédiatre. Et chez l'adulte? Alors, chez l'adulte, il y a beaucoup de maladies héréditaires, y compris les maladies kystiques qu'on appelle la polykystose rénale, qui est la plus grande maladie pourvoyeuse d'insuffisance rénale chronique. Donc, si on fait une seule échographie par année, on découvre des gros kystes dans les reins, ça veut dire que c'est une maladie chez 2 ou 3 membres de la même famille, c'est une maladie chronique. Le tabac aussi, il ne faut pas sous-estimer les facteurs cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, ça marche avec le tabac, parce que c'est des facteurs qui se surajoutent. L'un ajoute l'autre et augmente le risque. Donc, plus si on est fumeur et on est hypertendu, on est plus fervent à faire une maladie rénale chronique. Voilà, donc c'est très très bien expliqué elle est donc chef. Elle est chef d'unité de transplantation rénale au CHU Nafissa Hamoud Exparné. Alors, elle vient de parler des facteurs de risque. En fait, ce nombre important d'insuffisants rénales dans le pays, ceux qui ont la chance, ils bénéficient d'un rein. Il y a ceux qui ont des donneurs, on les appelle les donneurs apparentés. C'est la maman qui donne à son fils, c'est le papa qui donne à son fils, c'est l'époux qui donne à son épouse ou l'inverse. On l'appelle le don à partir, en fait, apparenté. C'est familial. Aujourd'hui, les experts souhaitent élargir un petit peu le don. Il y a des campagnes qui vont dans ce sens. Oui, il y a des campagnes. On utilise même les mosquées aujourd'hui pour sensibiliser les gens, sensibiliser la population. Pourquoi les gens, il y en a qui sont encore réticents, oui, qui il y a veulent le refus. Oui, il y a le refus aujourd'hui. Il y a le refus. Alors aujourd'hui, un peu partout dans le pays, il y a des services de transplantation. Ceux qui assurent la greffe, on fait à peu près, là par exemple, à l'hôpital Parné, on fait 40 greffes par an.
Et à l'hôpital Bab el Oued, on arrive même à faire 80 greffes par an. C'est insuffisant devant le nombre d'insuffisants rénales dans le pays. Aujourd'hui, je disais, en fait, les experts veulent élargir le don, alors pour essayer un petit peu de prélever à partir du cadavre. Le problème se pose avec, en fait, le don d'organes. Oui, à partir aujourd'hui, les experts, ils veulent récupérer un petit peu les organes Oui, mais il faut l'accord des familles aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, la religion le permet. La religion le permet. Il y a même des fatwas un peu partout. Il y a beaucoup de pays musulmans aujourd'hui qui font la greffe à partir, qui prélèvent à partir du cadavre. Alors, chez nous, c'est à l'arrêt. Il y a eu des tentatives, mais ça ne marche pas encore. Peut-être que les gens ne sont pas encore assez sensibilisés par ça. C'est peut-être nouveau pour eux. Ça ne fait pas partie aussi de notre culture. Ça ne fait pas partie de notre culture, voilà. À mon avis, peut-être aller dans l'autre sens ou demander en fait qu'on soit des donneurs d'organes. De son vivant, on notifie vouloir donner ses organes. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Si une personne, avant qu'elle décède... À certains moments, ils ont créé un registre. Un registre, il y avait même des cartes. Des cartes, tu peux aller au niveau de l'agence nationale de greffe d'organes. Tu te présentes et tu leur dis. Moi, personnellement, je le dis, je suis pour donner mes organes après la mort. Si je peux sauver une vie, bien sûr. Je suis pour, en fait. D'ailleurs, on ne cesse de le faire, on sensibilise à travers nos reportages sur le terrain. Aujourd'hui, les imams ils vont dans ce sens aussi, oui, ils le vendredi, voilà. Le prêche. Alors, on a posé la question au professeur, chef d'unité de transplantation rénale à l'hôpital Parnay. Il va nous parler justement de la transplantation, de ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la transplantation à partir du cadavre dans notre pays? On y va. Pour la transplantation rénale, il faut savoir que en Algérie, on ne fait surtout que la transplantation chez le donneur vivant. Pour promouvoir la transplantation à partir de reins de cadavres, il serait judiciable que l'Agence nationale de greffe fasse plus de sensibilisation au niveau de la population autochtone et locale, c'est-à-dire en augmentant le nombre de donneurs et d'inscrits sur le registre. C'est vrai que normalement, on est dans une population musulmane et qu'on sait tous que le don est tout à fait permis par notre religion, mais il y a un manque d'information et de sensibilisation sur le don d'organes à partir de donneurs cadavériques. Il faut augmenter, il faut sensibiliser les familles à donner et à permettre de donner à partir de leurs membres de famille décédés, que ce soit leurs enfants, leurs parents. Pourquoi ne pas profiter et ne pas encore prévenir et diminuer le nombre d'insuffisants rénaux dans nos centres d'hémodialyse et en dialyse péritonéale quand on peut leur permettre de gagner une deuxième vie grâce à la transplantation de reins de cadavre. Donc, en greffant un patient en hémodialyse, on augmente sa survie de 30 à 40 ans, alors qu'en hémodialyse, la survie est maximum de 10 à 15 ans. Alors, en greffe rénale, on peut survivre jusqu'à 40 ans sans aucun problème, y compris chez les enfants. On peut les greffer aussi avec des reins d'adultes sans aucun problème, aussi bien que chez les adultes, qui sont nombreux, puisqu'on a dit qu'on est jusqu'à 24 000 d'insuffisants rénaux en hémodialyse chronique actuellement dans notre pays. On peut aujourd'hui récupérer les organes des accidentés de la route. Ben oui, il y a tellement beaucoup, vous le savez tous, beaucoup d'accidentés sur les routes. Pourquoi ne pas profiter et prendre ces organes de ces patients qui sont vraiment décédés dans des conditions atroces, mais peut-être que ce décès pourra servir à d'autres personnes et pourra améliorer la survie des malades insuffisants rénaux chroniques. On les appelle des décès encéphaliques. C'est la mort encéphalique. Des décès par mort encéphalique. Voilà, c'est des patients qui généralement ils sont toujours branchés, mais dans le décès et au niveau cérébral, il n'y a plus d'activité cérébrale. Si on leur fait un électroencéphalogramme, il n'y a pas d'activité, malgré qu'ils restent branchés ou intubés, qui ont une circulation cardiaque. Voilà, là, c'est vraiment bien expliqué. Vous imaginez, vous donnez votre rein, c'est comme donner 30 ans de vie. 30 à 40 ans. 30 à 40 ans de vie à une personne. C'est une deuxième vie, en fait. Oui, mais après, chacun... Après, il faut respecter aussi les choix des personnes qui refusent, sauf si, avec le temps, elles peuvent être sensibilisées. D'où la sensibilisation au maximum.
Alors, en attendant... Parce qu'on peut changer d'avis. Hein. Ouais. En attendant en fait, de débloquer en fait, ce dossier, de pouvoir prélever à partir du cadavre pour réduire le nombre d'insuffisants rénales dans le pays, il faut investir dans la prévention. Ouais. En fait, chacun de nous doit suivre un mode de vie en fait, sain, un régime alimentaire sain. Alors on dit boire beaucoup d'eau protégerait les reins. L'huile d'olive, c'est prouvé scientifiquement. Ça aide beaucoup en fait, ça aide le rein à devenir plus fonctionnel et à faire son travail de filtration de sang. Le persil aussi. Manger beaucoup de persil. Le manger en salade, pas un petit peu dans les plats. Prendre un bouquet de persil avec un petit peu de citron et manger le persil comme une salade. Si on pouvait le faire 2-3 fois par semaine, ça protégerait aussi le rein. Ça, je l'ai lu. Après, je ne sais pas. Mais je pense que oui, parce que le persil, il a beaucoup de bienfaits, n'est-ce pas? Oui, sinon... On l'apprend. Sinon, il faut marcher, faire du sport. Pas de boisson gazeuse. Lutter contre, bien sûr, le sucre. Hein. Qui dit boisson gazeuse, c'est le sucre. Hein. Un verre de limonade, c'est l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Vous imaginez? Alors, plusieurs verres, c'est le diabète. Et le diabète, comme l'a expliqué la chef de service, il détruit, quand il y a des complications, il s'attaque aux organes nobles. D'accord, très bien. Donc favoriser l'activité physique, du sport. Alors, je voulais insister sur la viande, il ne faut pas en manger beaucoup. Surtout la viande rouge. La viande rouge, je parle de la viande rouge. Beaucoup, c'est nocif. En fait, il faut essayer d'équilibrer ses repas. C'est très mauvais pour la santé. Équilibré, voilà, équilibré. Viande blanche, revenir, en fait, comme on a l'habitude de le dire, revenir à notre régime alimentaire. Moi, j'aimerais bien savoir, comment ils mangent. Vous savez, vous qui avez tout vu, qui êtes parti partout au niveau des structures hospitalières, qui en avez rencontré des cas, donc vous savez un petit peu comment ça se passe avec toutes les maladies. Comment vous mangez? En fait, je suis très sensibilisé. Hein. À force de travailler avec les médecins, de travailler sur des maladies, j'ai appris beaucoup de choses. Du coup, je fais très attention à ma santé. Donc là, par exemple, on parle aujourd'hui du rein. Moi, je fais chaque 6 mois, je fais un test pour voir un petit peu mes reins. C'est important de le faire parce que lorsqu'on fait le dépistage, s'il y a mal, on le découvre précocement. C'est facile de le prendre en charge. Vous faites du sport, pour le cœur. Oui, j'ai repris le sport. Pas de boisson gazeuse, pas de sucre. Du tout. D'ailleurs, même chez moi, j'ai sensibilisé tout le monde. Hein. J'ai sensibilisé ma famille. Toute la famille. Mes enfants, ma femme, je les ai sensibilisés. Ils font très attention. Mes enfants aujourd'hui, ils prennent pas de limonade. Hein. C'est bien, c'est très bien. Pas de limonade, pas trop de sucre. Je leur donne parce qu'ils sont en pleine croissance, mais c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Après, on confond souvent entre apprécier le goût sucré des choses, comme un fruit, comme du vrai miel, et consommer du sucre blanc. Moi, par exemple, à ma fille, je lui donne pas, depuis qu'elle est née, on lui donne pas de sucre blanc. C'est bien. Et on observe tout de suite, parce que évidemment, on est en contact avec la société, dans les mariages et tout, on ne va pas la priver tout le temps. Et on constate tout de suite l'effet du sucre blanc sur son corps. Surstimulation, surexcitation. Alors que les gens pensent souvent que je suis une maman tyrannique. On me le dit tout le temps. Mais je dis non, en fait, moi, ça me fait beaucoup d'efforts de lui faire ses gâteaux maison avec sucre de date, avec sirop naturel. Je pense qu'en fait, je crois que c'est moi qui se fatigue le plus. Sinon, ce serait facile d'aller à la supérette lui acheter. Exact. Ça, c'est tomber dans la facilité. La malbouffe, c'est ce qu'il y a de plus facile, n'est-ce pas? Et puis je favorise la marche, hein. Je fais beaucoup de marche. Marche, c'est bon pour tout de toute façon, pour les reins, pour le cœur, pour tout, la marche. Oui, et je consomme beaucoup d'huile d'olive. C'est bien. L'huile d'olive. Le matin, le matin. Très bien. Votre santé, il était question donc de l'insuffisance rénale. Il nous a tout expliqué en compagnie, bien sûr, de son interlocuteur ou interlocutrice. Alors, le mot de fin, qu'est-ce que vous voulez dire? On a compris, hein, huile d'olive, marche, sport. Alors, protégez-vous, protégez votre santé. Le rein est un organe noble, protégez-le. Et puis, faites attention à votre santé. Il s'avère que tout ce qui nous arrive, tous les maux qui nous arrivent, en fait, viennent de ce qu'on mange. Donc, faites attention et revenez un petit peu, on ne cesserait jamais de le dire, au régime alimentaire méditerranéen. Beaucoup d'huile d'olive. Voilà, beaucoup d'huile d'olive et beaucoup de fruits, de légumes. C'est ça, avec juste des fruits et des légumes, on peut s'en sortir, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, les légumes. Les légumes à la vapeur. Ça c'est bon, avec de l'huile d'olive. Si vous permettez, à la vapeur, beaucoup de légumes avec de l'huile d'olive et un peu d'ail. Un peu d'ail, un peu de cumin.
Et un peu Vous pouvez rajouter du citron. Voilà, du citron. Là, j'ai l'eau à la bouche, surtout que donc ça tomberait très très bien. Merci Hsen, vous restez avec nous? Avec plaisir. On va parler de l'Afrique, bien évidemment. Nous sommes en Afrique, nous sommes africains et on en parle déjà les dimanches avec Narcisse Youmbi qui s'est installé dans l'émission. On apprend beaucoup de choses. Hier, c'était franchement un très très beau voyage à travers le continent africain et les danses traditionnelles qui racontent finalement toute une histoire. Et aujourd'hui, on le fait avec Leïla Assas qui va nous parler bien sûr d'un événement très important, peut-être pour vous qui nous regardez. Il s'agit de ce dispositif d'accompagnement en communication culturelle. Leïla, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, il s'agit de l'événement, ou plutôt du programme Nos Cultures Connect, qui est initié par l'organisme Nord-Ouest Culture, par Nord-Ouest Culture. En fait, à proprement parler, c'est un dispositif d'accompagnement de 12 mois qui débutera à partir du mois de mai 2025, mais dont l'appel en cours est déjà en cours. L'appel, pardon. Donc, c'est un appel à candidature. Oui, il est déjà en cours. Il s'adresse à tout artiste, porteur de projets culturels, responsable d'organismes culturels. Donc avec des projets qui sont en cours ou ils sont en cours de lancement. Donc il y aura deux sélectionnés par catégorie. Il y aura normalement toutes les informations sont sur le site de nosculture.info. Et à l'issue de la sélection des 8 bénéficiaires, on commencera en fait tout un dispositif de mentorat, de formation, de coaching. Ça va se passer où exactement? En ligne. Ça va se passer en ligne. En fait, c'est une grande révolution. Je pense que depuis Covid-19, on a compris que switcher vers le virtuel était une solution. Mais je ne suis pas très d'accord avec vous, Leïla. Oui. Enfin, j'essaie de me poser les questions que pourraient se poser, par exemple, les téléspectateurs qui voudraient y participer. Oui. En ligne, ok, c'est bien, mais je pense que les gens voudraient voyager, voudraient se déplacer, avoir, par exemple, une formation dans un autre pays de l'Afrique, comme Ouagadougou. Pourquoi pas? Tu t'en la perches, Lilia. Voilà. Oui, en fait, le lancement du programme, il va se faire à l'issue d'une rencontre qui aura lieu normalement en mai 2025 à Ouagadougou, donc au Burkina Faso. Et après, pourquoi en ligne? Parce que c'est un programme en fait ouvert à tous les citoyens africains francophones. Le programme il est en français, mais c'est pour tous les pays africains. Donc l'idée en fait, pouvoir mobiliser les artistes et les porteurs de projets, mais aussi les formateurs pendant une année, c'est quand même très conséquent. C'est intense, hein, une année. On peut apprendre beaucoup de choses en une année. Oui, mais justement, on s'est dit, c'est pas possible en fait qu'ils puissent être en résidence pendant une année. Pendant une année, oui. En général, les résidences, ça dépasse pas les 15 jours, un mois, à peu près. Voilà. Donc l'idée serait en fait de faire des rencontres ponctuelles en ligne. Entre les deux rencontres, il y aura aussi des sessions one-to-one, du coaching, du mentorat. Donc, pour pouvoir justement arriver à l'issue d'une année, finalement, on se projette loin jusqu'à mai 2026. Oui, quel en est l'objectif finalement? L'idée, en fait, c'est de pouvoir former les artistes, les porteurs de projets sur tout ce qui est communication culturelle, tout ce qui est aussi digitalisation. J'arrive jamais à dire ce mot comme ça d'une traite. Oui, il y a des mots sur lesquels comme ça. Ouais. Voilà. Moi, c'est ça va. Géolocalisation. Oh là là, j'ai du mal avec ce mot. Coup, voilà. On les accompagne pour être sur le digital, pour être plus performants dans leur communication culturelle. D'accord. Et vous avez commencé déjà? Comment ça va se passer? Est-ce que les gens, ceux qui sont intéressés, par exemple, qu'est-ce qu'ils doivent faire là tout de suite? Ils doivent patienter ou L'appel, il est en cours. En fait, il est grand temps de candidater. On avait choisi la date de 31 décembre pour clôturer l'appel. Je pense qu'on va le prolonger. Après, l'idée, ça serait de étudier les cas par cas. Cas par cas. Et, voilà. Pourquoi? Combien de personnes peuvent... vous allez sélectionner combien de personnes? 8 bénéficiaires seulement. Ça va être dur, hein? Ça va être dur, oui, bien sûr. Parce que j'imagine qu'il y en aura beaucoup plus que 8 qui vont essayer de se présenter. Oui. Les candidatures sont en train déjà d'arriver, mais oui, en fait, on est quand même limité par des restrictions budgétaires. Oui, j'imagine. En plus, c'est la première édition. C'est la première édition. J'imagine que vous prévoyez plus tard que ça qu'il y en ait d'autres éditions. À l'issue de cette édition, on pourra toujours réajuster. On va dire que c'est une édition test. Oui. Ouais. Voilà. Alors, par exemple, je suis là, je me suis inscrite, c'est bon, je vais pouvoir suivre on peut appeler ça une formation, quoi. Oui. C'est une formation. Oui.
Une fois que c'est terminé, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, déjà, en fait, l'accompagnement en soi, c'est un atout. Donc, pouvoir être plus performant, plus présent sur Internet, pour pouvoir porter un projet culturel et le rendre visible et le vendre. Africain et le vendre, ça c'est d'une part, mais aussi à l'issue de ce programme, en fait, l'artiste aura accès à une plus grande visibilité, donc il pourra rencontrer d'autres artistes, il y aura des sessions de réseautage, mais aussi des journalistes culturels, donc il y aura une médiatisation et une visibilisation des projets retenus. Et j'imagine qu'il y aura plein de pays, hein, puisque vous allez, chacun va sélectionner dans un pays, c'est ça, ou non, en fait, l'Algérie? Oui, il est ouvert, c'est pour toute l'Afrique. D'accord, toute l'Afrique. Donc on peut être sélectionné, rencontrer d'autres Africains, enfin issus d'autres pays, et peut-être que de là vont naître des projets. C'est comme ça que ça commence? Bien sûr, toujours. Nous, avec des rencontres? Oui, moi déjà, mon partenariat et ma collaboration avec ce programme est né justement d'une formation antérieure, précédente. Et du coup, j'ai pu évoluer et c'est un écosystème finalement pour voir. Et à l'issue de ça, en fait, il y a eu des échanges magnifiques. J'ai pu être au Burkina Faso 2 reprises pour les REMA, les rencontres musicales africaines, en tant que journaliste musicale. Oui. Donc en fait, c'est toujours intéressant de pouvoir faire des choses sur le continent, pour pouvoir réseauter, échanger. Ça ne peut être que bénéfique pour nous, et c'est comme ça que nos cultures, ou Nord-Ouest Culture, a pensé pas seulement ce programme, mais toute l'ADN de l'organisme, pour pouvoir abolir les distances et faire des échanges. Et c'est donner à l'Afrique aussi sa juste valeur en matière de culture, parce que c'est tellement riche, et l'Afrique, voilà, c'est-à-dire c'est entre Africains, créer des projets, etc. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de l'Afrique, n'est-ce pas? Déjà, nous, en tant qu'Africains, on n'en a pas assez parlé, et je pense il y a du retard à rattraper déjà. Oui, tout à fait, Lilia. Déjà, souvent, on a parlé de nous pendant des siècles. Voilà. Et jusqu'à l'ère des indépendances, on va dire jusqu'à les années 60, on a décidé vraiment de se prendre en charge. C'est un peu l'esprit qui a englobé, par exemple, le PANAF 69, que les Africains se prennent en charge et que eux-mêmes, en fait, puissent prendre en charge leur narratif. Ouais. Qu'on arrête de nous désigner par tel ou tel, ou parler de Laisser les Africains parler de leur Afrique. Parler de leur Afrique, voilà. Et prendre en charge leur culture et faire rayonner, pas l'art, mais les cultures africaines. Parce Très que bien. Ce qui est beau... Les PANAF, il y en a eu 2. Hein. Il y a eu celui de 2009 aussi. Et on espère qu'il y en ait un autre. Bouteille à la mer. C'est ce qu'on souhaite. Oh là là, ça serait bien d'avoir un 3e PANAF chez nous ici. Ce serait vraiment Inch'Allah. magnifique. Alors, pour terminer, Leïla, donc on rappelle l'adresse pour ceux qui veulent là regarder votre caméra et dites-leur. Oui, alors en fait, c'est sur le site noculture.info, ou bien en fait sur la page Nord-Ouest Culture, association Nord-Ouest Culture, vous aurez toutes les informations, ou bien sur la page Ziara Culture. Voilà. Et puis bien sûr, vous reviendrez une fois que ce sera terminé pour nous dire justement où est-ce que vous en êtes, combien il y a eu de candidats, est-ce que ça se passe bien. On essaiera de suivre ce projet de très près. Et j'espère vivement qu'il y aurait des candidats de l'Algérie, comme ça on pourra même les inviter. Exactement, avec plaisir. Tant que c'est l'Afrique, eh ben, nous, on est là. Bien sûr. Merci en tout cas, Leïla, et bon courage, bonne continuation. Et puis tu nous tiendras informés, tu reviendras pour nous dire comment se sont passées les choses. Sans faute. N'est-ce pas? Merci. Hassan Chemèche, à la semaine prochaine. Lilia Khaled, Inch'Allah, lundi, même heure, même chaîne. Et même information, même punch, même punch, voilà, même volonté d'informer nos citoyens. Tout à fait, sur leur santé. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, je vous propose de retrouver la chronique Nostalgie. Et la chronique Nostalgie sera dédiée aujourd'hui au théâtre. Pourquoi, vous allez me dire? D'habitude, on vous passe des chansons par rapport à des artistes, par exemple, qui nous ont quittés. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inclure le théâtre parce qu'en ce moment se passe donc la 17e édition du Festival national du théâtre professionnel. Ça se passe au Théâtre national Mahidine Bachtarzi. Ça va se poursuivre jusqu'au 30 de ce mois. Et cette année, l'édition a été, si vous voulez, a eu pour nom une édition Nadia Talbi, la grande comédienne de théâtre et actrice Nadia Talbi. On la voit d'ailleurs sur l'affiche, une très très belle femme et surtout une grande actrice qui a été même honorée le jour de l'ouverture par Monsieur le ministre de la Culture, par tout, bien sûr, le staff du TNA. Il y a eu des youyou, il y a eu un large public pour venir applaudir son parcours. Et franchement, c'est une comédienne
comédienne exceptionnelle. Et c'est pour cela que nous avons, voilà, on la voit ici, Nadia Talbib avec un très très beau bouquet de fleurs, une référence en matière de théâtre. Voilà, elle a vraiment marqué les planches du théâtre et elle a travaillé avec les plus grandes. D'ailleurs, ça nous avait ému parce que si vous avez pu voir ce qu'elle avait dit quand on lui a donné le micro, tendu le micro pour parler de son ressenti, de ce qu'elle a dit aujourd'hui, je me sens avec mes amis qui sont partis, avec Kultoum, avec Nouria. Voilà, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle était tellement émue et c'est comme si qu'elle revivait un petit peu ce qu'elle avait vécu pendant des années au théâtre, sur les planches. Alors c'est pour ça que nous avons choisi pour vous un extrait d'une pièce théâtrale qui nous a tous marqués. C'est une pièce théâtrale du Théâtre National Mahidine Bachtarzi qui a été jouée durant les années 80, La Maison de Bernarda Alba, où vous allez retrouver toutes les grandes comédiennes, Kultoum, Nouria, Dalila Hlilou et bien d'autres, et bien sûr Nadia Talbib. Regardez, c'est un chef-d'œuvre. هادو 3 مرات انت تعاودي لي في هذا الكلام وانا مانيش حابه نجاوبك. نعم قليل 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 ما تزيديش تفكريني. قاسم. نعم يما. كيفاش؟ ما تستحيش؟ عندك الجسارة تغسلي وجهك وتزيني نهار في باباك. هذاك ماشي بابا. انا بابا مات عنده مده ولا ما شفتيش عليه. على كل حال كان بابات خواتاتك والخير اللي عملوا معاك فات كل خير. باباك ما كانش يقدروا يعملوا معاك وبفضل صبحتي لهم رزقك مضمون. انا كرت الخير شي ظهر من بعد. وين راهو الاحترام؟ ها؟ وين راهو الادب؟ يما خليني نخرج. خرجي حتى تنحي هذا العار اللي مدي على وجهك. حتى تنحي هذا البهدل اللي مدي على وجهك. برناده ما تكونيش هكذا متعصبه. اسمعي اذا يما راهي مهبوله انا ما زلت بعقل معاه ماشي نواسي. واش هو صاير؟ حتى شي. اذا راكم تداوسوا في خاطر التريكه انت مرفافينه تجبي تدي الباقي. دي خالك سكتي يا كفاي. اذا راكم حاسبين تغلبوني راكم غالطين. مادامني ما خرجت من هذا الضرب رجلي القدام انا اللي نحكم هنا. فهمتوا؟ برناردا برناردا وين راهو الشال نتاعي؟ قلت لك وين راهو الشال نتاعي؟ ما نخلي لكم حتىش لا خواتمي ولا حتى بالدلتي نتاع الحليب، على خاطر حتى وحده منكم ما راح تتزوج، حتى وحده. براته وراهو هذاك عقد الجوهر نتاعي. عايش خرجت ادخل. هربت لي. هربت على خاطر حابه نتزوج. حابه نتزوج مع واحد صغير نروح على طرف البحر. هنا الرجال يهربوا كاع من النساء. يما اسكتي بهدلتيني. لا نسكتش. ما نحبش نزيد نشوف هاد النساء معزولين عطشانين الزواج ناشفين حتى يقسع قلبهم. برناردا خليني نروح نتزوج مع واحد صغير. يا برناردا خليني. خويا وحده خلوني نروح من هنا. عاونوها نروح انا عاونوها. خلوني نعيش مع وحده. فصلنا 3 بهذا. هذا الأميليا. أوغوستياس ندرس كذلك حروف اسم بيبي. لا أديلا ما تجيش؟ عيانة راحت تحط روحها شوية. هذيك الطفلة شي واش بيها؟ راهي مقلقة مخلوعة وعليها الحمى. نقول شي دكولة زرمومية في صدرها. بها اللي بين الكل، لا زيادة لا نقصان. الكل حاشا أوغوستياس. أنا نحمد ربي راني في غاية والشح في الحسان. فيما يخص الظرافة والكياسة من عندك خرجت. قريب نخرج من هذه جهنم. نحمد ربي. في هذه الساعة ما زلتي هنا. بركة هنا من الدواس. على كل حال الحزام الذهبي خير من القد المقدور.
كلامك دخل من خرج من. اوف حلي لنا شويه الطاقه تاع السحين تدخلنا شويه بروده صح. انا البارح الليل كامل ما رقدتش سخانه غمتني. وانا كذلك. حتى انا رحت برت روحي. كان السماء كحل مسحب وحتى الشتا قدرت شويه. وعلى 4:30 تاع الصباح كانت النار خارجه من تحت الارض. حتى انايا ضرعني النعاس الظن. كانت انغوستياس مازال في الطاقه تقصر مع بيبي. حتى ذاك الوقت. اش من ساعه راح؟ وعلاش تساليني؟ شفتيه؟ يكون راح على 1:30. شوفي وانت كاش عرفتي؟ سمعته يسعل وعقلت مشيت المهره نتاعو. وكان نقول لكم انا بلي راح 4:30 تاع الصباح واش تقولوا ها؟ ماشي بصح محال. راني متحقق. وانا كذلك. هذه مغربه. انغوستياس احكي لنا واش قال لك ها؟ واش حبيت يقول لي؟ حتى شيء، كلام عادي. شي غريب، زوج اشخاص ما يتعرفوش يتلاقاو في نص الليل عند التقى ويصبحوا مخطوبين. انا ما نستغربش. Voilà, donc une très très belle pièce qui est une référence en matière, bien sûr, de théâtre, où on a vu de grandes comédiennes à qui il faut rendre hommage, hein, à toutes ces comédiennes. Nous, on a parlé aujourd'hui de Nadia Talbi, puisque le théâtre lui est consacré cette année à travers le Festival national du théâtre professionnel, mais vous avez pu voir toutes les comédiennes qui l'accompagnaient, et c'est juste toujours aussi agréable de voir nos archives. Heureusement qu'on a nos archives pour pouvoir regarder ces chefs-d'œuvre. Et donc, vous l'aurez compris, la maison de Bernarda Alba. Allez, tout de suite, on reçoit nos invités. Alors lui, c'est toujours un plaisir. D'habitude, je commence par les femmes, mais il n'y a plus la galanterie là. Ça, les femmes. Farid Khouja, ça va? Oui, super bien. Et vous-même? Alhamdoulilah, c'est un plaisir de te recevoir, comme à chaque fois. Et Farid, il est toujours fidèle à lui-même. Là, vous êtes en train de voir beaucoup de fleurs, vous allez comprendre pourquoi. Mais Farid, il a toujours ces fleurs qu'il cueille du jardin. Elles sont juste là, derrière, à côté de moi. Ça sent bon. Oh, ça sent super bon. Il y a l'odeur. C'est beau et bon, n'est-ce pas? Et tu les as cueillis ce matin? Oui, ce matin. Du jardin. Ce matin, parce qu'il avait plu ce matin. Ah ouais. Donc j'ai dû attendre un petit moment pour que ça cesse. Et puis après, j'ai dû avec un sécateur couper quelques... Merci pour ce joli bouquet. Mais avec plaisir. Et justement, à côté de toi, Farid, une passionnée, une amoureuse des fleurs, des plantes également. Il s'agit de Myriam Mansouri. Bonjour Myriam. Bonjour Lilia, merci pour l'invitation. Merci de nous embellir le studio déjà avec toutes ces plantes. C'est un réel plaisir de partager ça avec vous et avec les téléspectateurs. Franchement, merci beaucoup. Elles sont belles vos plantes. Vous avez tout... Enfin, ça, ce n'est qu'une goutte, j'imagine. Oui, c'est que un échantillon. Voilà. Je ne pouvais pas ramener les grands pots. Voilà, c'est déjà beaucoup et merci beaucoup. On va y revenir dans quelques instants. Mais je commence avec Farid, actualité oblige, puisqu'il est là bien sûr en tant qu'artiste, mais surtout pour nous parler d'un festival qui est très très important et qui va donc commencer ce 25 du mois jusqu'au 28. Ça va se passer à Blida, une ville que Farid adore et qu'il défend. Qui m'a écolo min qalbo, et elle le mérite d'ailleurs, cette ville de Blida. Il s'agit du festival de la chanson Orobi, n'est-ce pas Farid? Tout à fait, qui se tient du 25 décembre au 28, donc au grand bonheur des mélomanes donc de ce genre de... Et on voit l'affiche. Ouais, tout à fait, donc au grand bonheur des mélomanes de ce registre musical emprunté, donc il dérivait également de la musique arabe-andalouse. Donc j'aimerais juste corriger une idée souvent reçue, parce que beaucoup font l'amalgame entre le arabi et le bedoui. Donc avant de corriger, vous m'avez précédé parce que c'est une question déjà que j'allais vous poser. Mais c'est bien, allez-y. Allons-y, donc non. En fait, moi j'allais vous dire tout simplement, Farid, excusez-moi de vous interrompre. Allez-y. C'est quoi le Orobi déjà? Le Orobi, en fait, c'est un registre musical qui dérive de la musique arabo-andalouse, donc la musique classique algérienne, donc qui reprend en fait pratiquement tous les codes donc de la musique classique algérienne, et donc mais d'expression populaire. Donc le Orobi pour Blida, Alger, Miliana, enfin du moins le Fas et la Metidja, et ce qu'est le Haouzi pour Tlemcen. Donc les poètes sont issus donc de cette terre nourricière qu'est la Metidja, et ils chantent la Metidja, et puis
comme je le disais tout à l'heure, les codes sont empruntés à la musique arabo-andalouse, donc les thématiques sont les mêmes. Hein, chanter la nature, chanter l'amour, les affres de la séparation, et puis également reprendre certaines thématiques qui ne sont pas propres à la musique arabo-andalouse, mais propres à ce registre d'expression populaire qu'est l'arabi, c'est-à-dire tout le vécu de ces poètes. Donc finalement, elle se situe où la différence entre les deux? Entre le Hawzi et le Arabi. Le Hawzi est cantonné, le Hawzi comme le Hawz, c'est ce qui est extramuros, c'est-à-dire, bon, géographiquement parlant, extramuros, c'est-à-dire, c'est donc une poésie, donc c'est un texte d'expression populaire, donc pour faire la différence entre le texte andalou, donc le Hawz qui est donc extramuros, c'est qui est loin donc de la métrique et la prosodie en fait de la musique arabo-andalouse, et le Hawzi qui est écrit par des poètes du terroir tlemcénien. Le Arabi, c'est pareil, c'est donc des poètes qui ont évolué dans un environnement qu'est la Mitidja, donc qui les reliefs donc ont imprégné ces poètes, et donc ils ressortent dans leur poésie. Donc ce sont donc des poètes natifs de cette terre nourricière, de cette terre d'exception. Très bien. Voilà. Donc moi, je vais venir, par exemple, en tant que spectatrice, je vais venir, je vais m'installer, je vais acheter mon ticket, je vais m'installer. L'entrée est libre. Hein. L'entrée est libre. Est libre, ouais. Ah bah c'est encore mieux, une bonne nouvelle. Donc je vais venir, l'entrée est libre, je m'installe. Et comment je vais savoir si c'est vraiment du Arabi? Et après, je vais partir par exemple dans un autre événement où il y a du Hawzi et je vais m'installer et je vais écouter. Et comment je vais dire finalement? C'est une très bonne question. Je vais dire, ah, mais c'est la même chose finalement. C'est quoi la différence? J'écoute de la belle musique. C'est de la belle musique. Bon, le point commun entre le Hawzi et le Arabi, c'est la belle musique et les beaux textes en fait. Ça. Pour un néophyte, il ne va pas faire la différence. Vous, les spécialistes et les professionnels. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste oui, de l'arabi. Tu fais je laisse la différence. Aux spécialistes. Donc, bon, mais étant initié, donc de par les poètes qui ont écrit ces textes, donc je sais qu'il s'agit d'arabi. Mais il y a beaucoup de textes, tlemcéniens, en fait, qui sont repris par les chanteurs du centre et auxquels ils ont donné une encaustique arabi, c'est-à-dire une façon de chanter. Parce qu'à la base, le arabi, le texte, à la base, c'est un texte, en fait. Et après, on a plaqué une musique. Bon, mais qui reprend, comme je le disais tout à l'heure, les mêmes codes de la musique andalouse. C'est-à-dire les rythmes en salaf, les rythmes en kleb et le berouali. Du coup, parfois, on est perdu, on est à même de s'interroger sur les réelles différences entre le Arabi et le Hawzi. Bon, les deux sont d'expression populaire, cela va de soi, mais le poète Arabi reprend comment dirais-je, les mêmes termes, les mêmes expressions usitées dans l'environnement qui est le sien. Très bien. En fait. Est-ce que vous avez entendu parler, comme tout le monde, on dit ah hada arabi, non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir parce que souvent on fait l'amalgame entre arabi. Ce qui est le arabi pour Tlemcen, c'est ce qui est paysan, ce qui est rural. C'est ça. D'accord. À Alger, ça veut dire Alger. Et d'ailleurs les poètes qui ont excellé dans le arabi, je parle des poètes, c'est-à-dire ceux qui ont savamment élaboré ces textes, sont issus de la citadinité. Voilà, donc c'était des imams, c'est malikites. Et donc les poètes qui ont une instruction quand même qu'on ne peut avoir que dans la cité. En fait, quand on parle arabi à Blida, parce que Blida a un ancrage civilisationnel, un ancrage culturel et historique qui lui permet de pondre, excusez du terme, des textes aussi beaux et également donner à ces textes une musique et une voix qui va porter ce arabi et qui va nous transporter vers un ailleurs qui est insoupçonné. En fait. Très bien, voilà. C'est très bien expliqué. Il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, mais bon, je laisse ça aux soins des spécialistes. Voilà. Ouais, vous aussi. Voilà. Hein, moi je ne prête
je ne fais que prêter ma voix à cet art ancestral, c'est-à-dire multiséculaire en fait. C'est l'artiste qui parle et le passionné également. Tout à fait. Pas vous avez participé à l'une des éditions ou combien? Pratiquement à toutes les éditions, mais après une rupture de 6 ans, donc on est à la 7e plutôt édition qui est consacrée au Cheikh Mohamed Salhi, le neveu de Hajj al-Mahfoud. Et donc, je remercie également Monsieur Mohamed Belarbi, qui est le commissaire de ce festival, qui Karinka essaye, ce n'est pas de tout repos, n'est-ce pas, c'est pas très facile de pouvoir pérenniser ce festival, d'autant plus que Blida ne dispose pas d'infrastructures pouvant accueillir un festival de cette ampleur. Ça va se passer où exactement? Ça va se passer dans une salle de conférence, à la salle de conférence du groupe sportif SIM. Donc une petite salle, c'est une petite salle qui Vous auriez aimé que ça se passe dans un théâtre? Dans un théâtre. Alors c'est un vœu pieux que d'avoir à Blida cette terre d'exception, une aussi belle salle que l'opéra ou que le Théana, etc. Donc, et pourtant, Blida a tous les atouts pour abriter des festivals de cette ampleur. C'est une ville culturelle par excellence. C'est une ville culturelle par excellence, un pôle culturel, un terreau d'exception qui a vu naître Mohamed Driassa, Ahmed Ben Ajoul, Hajj al-Mahfoud, Beya, Seloua, donc pour ne citer que cela. Donc il serait vraiment dommage que Blida, il est dommage que Blida périclite à ce point. Donc ce festival justement, Lilia, vient justement comme un pied de nez à ceux qui cherchent un pied de nez donc à l'immobilisme culturel que vit Blida. Et puis une bouffée d'oxygène pour les Blidéens et puis aussi ceux qui viennent d'ailleurs. En tout cas, j'espère qu'on verra, pourquoi pas, une belle salle, un beau théâtre, un opéra à Blida. Comme dirait l'autre, me faut m'acarber. Inch'Allah, pour nous tous, oui, bien qui aimons la culture. Parce que Blida est une très très belle ville et c'est une ville très riche en matière de culture. On ne parle pas que de musique, on parle aussi de Denis Martinez qui passe son temps à Blida, on parle d'autres artistes également. Donc voilà, pourquoi pas. Oui, Inch'Allah. Un vœu pour 2025. Un vœu de 2025, puis Blida mérite mieux, mérite qu'elle ait sa propre structure pour pouvoir accueillir Sanaa, l'Aroubé, le Haouzi, le théâtre, bien sûr, Mohamed Touri, Chabi et tout, oui, bien sûr. Alors, je vous propose de regarder un petit extrait de l'une de vos participations à ce festival. Je crois que c'était en 2022. L'année dernière. Ah, 2022, l'année dernière. Celui-là, c'est l'année dernière. D'accord, mais c'est 2023 alors. 2023, 2023. 2023, 2022, 2023. 2020, très bien, on y va. Allez, on y va. On écoute bien sûr Farid Khoudia lors de ce festival, un petit extrait. Vous y serez cette année? Oui, en ouverture. En ouverture, on va en parler. Allez-y, regardez.
un extrait, un avant-goût de ce qui pourrait vous attendre lors de cette nouvelle édition donc du festival de la chanson Orobi qui va débuter ce 25 décembre jusqu'au 28 avec en ouverture apparemment vous-même oui, mais avec d'autres associations. L'une des plus anciennes associations de Blida, le Fenoul Adab. Et puis il y aura une association d'Alger, le Bel Art. Oui. Et il y aura une nouveauté avec cette édition, c'est qu'on va inclure un concours, donc qui verra participer de jeunes talents, donc à encourager. Puis après, on va l'enlever avec quelques tours de chant à Orobi, avec moi-même, avec Hamidou pour la clôture. Donc il y aura des associations qui viennent un peu d'Alger, de Coléa, de Cherchel, etc. Ceux qui ont un ancrage à Orobi également. Voilà. Très bien. Donc Hamidou sera pour la clôture. Pour la clôture et moi-même pour l'ouverture. Voilà. Voilà. Donc allez-y. Une belle affiche. Le 25 à quelle heure? À 19h. 19h 18h, 19h. Bon, il faut toujours avoir un battement. On rappelle l'endroit? C'est à la salle des conférences du groupe sportif SIM, c'est au boulevard Mohamed Boudief. Donc à l'école. Donc il y a un parking juste à côté. Pour garer tranquille. Pépère. Voilà. Très bien, merci Farid. Toujours un plaisir de vous recevoir. Vous restez avec nous puisqu'on va parler de plantes, on va parler de bouquets de fleurs, de composition florale avec une passionnée qui est avec nous. Il s'agit bien sûr de Myriam Mansouri. Alors Myriam, je vous dis, moi c'est la première fois que je la vois, mais depuis qu'elle est rentrée, même au maquillage, avec le sourire, comme ça, elle sourit. C'est génial, vous nous transmettez ce sourire. Hein. Franchement, ça fait plaisir de voir des gens comme vous. Merci, quand on est en compagnie de belles personnes et avec des fleurs et des plantes tout autour, on ne peut que sourire, la vie est trop belle. C'est vrai, vous qui vivez au milieu de toutes vos fleurs et de vos plantes. On ne peut qu'être joyeux. Tout à fait. Alors, vous allez nous parler justement de cette passion que vous avez pour les plantes. Parce qu'on dit souvent qu'une maison ou un balcon sans plantes, c'est une maison triste. Et c'est sans vie. Et un balcon sans vie aussi. Alors là, ne parlons pas de jardin. Le jardin, c'est... Oui, effectivement, j'ai toujours, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionnée par les plantes. J'ai eu la chance de grandir dans une maison où il y avait un grand jardin. Donc, j'ai toujours baigné dans les plantes. Dans chaque coin de notre maison, il y avait des plantes. Mon père lui-même était un passionné. Je crois que j'ai hérité de lui cette passion-là. C'était, je me rappelle toujours, on avait toujours notre petit coin des arbres fruitiers. On avait des fleurs. Et c'était un autodidacte. C'était lui-même qui prenait en charge, qui s'occupait des plantes. Et bon, je pense que à force de le côtoyer, d'être tout le temps dans le jardin, donc vous avez hérité de ça. J'ai hérité de ça, et ça a toujours été, j'ai toujours été, pour moi, un endroit sans plantes, c'est pas, je ne conçois pas vivre dans un endroit où il n'y a pas de plantes. Et ensuite, est-ce que les études, vous avez fait des études? Oui, moi j'ai fait des études supérieures, j'ai fait un master en droit des entreprises. C'est-à-dire rien à voir avec les plantes, parce que je voulais savoir. Les gens me demandent, est-ce que vous avez fait l'école d'agriculture? Non, pas du tout. Voilà, et comment ça a démarré? C'était pendant la période du Covid. Cette période, elle a fait démarrer beaucoup de choses. Les gens, là où on pouvait ni sortir, ni rien du tout. Donc moi, j'avais aménagé un petit espace jardin chez moi. Et je m'occupais des plantes, je faisais des plantes. Et mon entourage, comme par exemple, quand ils allaient rendre visite, toujours, ils me demandaient de leur préparer pour offrir. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. C'est des fleurs. Et des fleurs, des plantes aussi, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à exposer. Donc là, on organisait des expositions. Donc moi, j'étais là avec des artisans. Là, je me rappellerai toujours, la première exposition, c'était au niveau de la Casbah. Et là, j'étais avec les artisans, bijoutiers qui font du savon. Et moi, j'étais là avec mes pots, mes plantes, mes fleurs. Et les gens se demandaient qu'est-ce que je faisais là avec ça. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Voilà, Il faut que ça revienne, justement. Voilà, ils n'ont pas.
Et bon, là, j'essayais de discuter avec les gens qui passaient. Moi, j'ai dit, mon souhait, mon vœu le plus cher, c'est de voir la Casbah fleurie. Ouais. C'est vrai que ça se dégrade, c'est vrai qu'elle tombe en ruine. Mais moi, je me rappelle toujours que dans chaque maison, il y avait de Yasmina, il y avait du géranium, donc ça ne coûte absolument rien. Un balcon fleuri, le bas de porte tac fleuri. Ça embellit déjà. Ça embellit et on le voit ailleurs. Pourquoi ce ne serait pas le cas chez nous? Il faut qu'il y ait de plus, voilà. plus alors de plantes. Alors que nous fait hadchi parce que nos parents, nos arrières, il y avait toujours fait le houch, un coin de Yasmina, un coin de géranium. Est-ce qu'à Blida, on a gardé ça? Est-ce que écoutez, c'est une tradition qui tend un peu à disparaître, mais heureusement, comme on dirait en arabe, ah oui. Vous savez, donc, et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui disparaissent avec lui. Bon, mais il reste quand même des familles qui sont très, très attachées donc, à leur histoire, à leur identité. Et donc, du coup, on devrait avoir un citronnier, on devrait avoir du géranium, on devrait avoir du sambac. Donc, on devrait avoir toutes sortes de fleurs qui sont beaux et également. Bon, on ne pourrait pas éventuellement prendre son café ou prendre un sucrier sans fleurs de jasmin ou parfumer son eau pendant le printemps, parfumer son eau avec des roses, etc. Donc ça parfume. Et l'amour du beau devrait être enseigné. Voilà. Parce que nous perdons beaucoup de nos valeurs et nous avons été éduqués dans le respect et dans l'amour du beau. Très bien. Eh bien, Myriam, donc voilà, vous avez ramené des plantes, mais vous avez ramené aussi des compositions florales, parce que vous en faites aussi des compositions florales. Donc vous faites de tout. Vous avez des plantes. On va détailler un petit peu. Moi, la plus belle des plantes, en fait, j'en ai deux. Il y a celle-là, je ne sais pas ce que c'est. C'est la monstera. Ça, c'est une plante star. Ça, c'est une plante d'intérieur. Elle est belle. C'est une plante dépolluante. Qui ne demande pas beaucoup d'entretien, qui ne nécessite pas, c'est juste l'exposer devant une fenêtre où il y a de la lumière. Soleil, de la lumière. Pas de soleil, de la lumière. De la lumière. Et de temps en temps, vaporiser les feuilles parce que c'est une plante tropicale, donc elle aime bien l'humidité. Et là, vous la laissez tranquille. Donc et une ça plante pousserait très bien. d'intérieur. Une plante d'intérieur. Au salon, qui peut égayer un petit coin de salon au lieu de mettre un meuble. Ça, vous la mettez, elle est dépolluante, c'est beau à voir et vous allez pouvoir. Se réveiller le matin et voir une plante. Franchement, ça égaye exactement. Voilà. Et puis la deuxième, ma préférée. Voilà. Après, je parle de moi. Je ne sais pas s'ils sont d'accord avec moi, la régie. C'est celle-là, celle qui est sur la petite table. C'est ce que j'appelle, le potas, ce que j'appelle la plante populaire. Là, c'est une plante très facile à vivre aussi. Ça, elle est dans un vase, elle est en hydroponie. Ça, il n'y a que de l'eau. D'accord. Donc là, il n'y a pas de terre? Il n'y a pas de terre. Il n'y a que de l'eau. Donc là, c'est une plante qui peut se développer facilement dans l'eau, très facile. Et là, surtout, si vous lui trouvez un petit coin au niveau, par exemple, la salle de bain ou la cuisine. Ah bon? Donc c'est une plante qui aime l'eau? C'est une eau. Quand elle est plantée en terre, c'est différent. Il ne faut pas trop. Mais là, elle peut garder, elle peut se développer. Les racines peuvent se développer. C'est ce qu'on appelle les plantes en hydroponie. Il y a certaines plantes qu'on peut laisser juste dans l'eau et elles peuvent pousser. C'est tout comme par exemple le syngonium dans le petit bocal avec le bambou. Ah, le bambou, oui. Voilà, voilà, il y a du syngonium. Donc c'est des plantes aussi qui peuvent se développer aussi dans l'eau. Voilà. Ça, généralement, moi, je les propose pour les personnes qui vous disent j'ai pas la main verte, alors que c'est pas vrai. Il n'y a pas main verte ou pas main verte. C'est plutôt j'ai pas de patience avec les plantes. Voilà. Plutôt ça. Alors que le monde végétal, il vous apprend à être patient. C'est vrai. Parce qu'une plante, c'est pas du jour au lendemain que vous allez la voir pousser, grandir. Là, il faut du temps. Il faut être patient. Voilà. Il faut lui laisser le temps de s'adapter, de s'acclimater à son environnement. Et après, ça va venir. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de leur chanter quelque chose? Il paraît que les plantes sont sensibles aux bonnes ondes
oui. Vous leur parlez? Moi, le matin, je leur parle, bien sûr. Quand j'essuie les feuilles, je mets de la musique dans mon magasin. Il y a toujours le matin, je mets de la musique spéciale pour plantes. Et elles vous le rendent bien. Oui, oui. C'est bien ça, c'est ce que vous faites dans votre C'est jardin. ce que faisaient mes grands-parents en les bichonnant, en leur parlait, etc. Voilà. Donc, déjà, le fait, déjà pour vous-même, c'est assez un bien-être. Bien sûr, parce que déjà, il faut leur rendre ce qu'elles vous donnent. Voilà, donc là, il y a ce retour-là. Et c'est une satisfaction qui n'a pas de prix, qui n'a pas de valeur. Voilà. Très bien. Il y a encore une autre plante, c'est celle-là. Le Philoscandes, ça c'est une plante, vous voyez les feuilles en forme de cœur. Oui, là justement, c'est en forme de cœur. Plein de cœur. Voilà, et ça c'est ce que j'essaye un petit peu de lancer, ce concept dans mon magasin. Quand les gens viennent, et là ils regardent, je dis offrez des plantes. Moi je dis, je pense que offrir une belle plante en forme de cœur comme ça, c'est vrai que bon, c'est beau d'offrir un bouquet de fleurs. Non, mais on parle même de cadeaux, parce que des fois on se dit, mais qu'est-ce que je vais offrir comme cadeau? Alors c'est une super bonne idée de cadeau, offrir une plante. Une plante, et même la personne qui va recevoir ce cadeau-là, elle se rappellera de vous très longtemps. C'est pas éphémère. Et ça vit plus longtemps, si on en prend soin. Voilà. Donc, et là, je suis agréablement surprise parce que les gens, de plus en plus maintenant, ils adhèrent à cette idée, à ce concept-là. Là, les gens, ils viennent chez moi, dans mon magasin. Parce que j'imagine que vous leur expliquez, vous leur parlez comment prendre soin de cette plante. C'est pas juste vous leur vendez une plante et... C'est pas un produit que je vends seulement. Moi, c'est toute une expérience, c'est des conseils, c'est un partage. Voilà, c'est un partage. Et puis là, il y a toujours le retour parce que bon, moi, j'essaie un petit peu toujours les clients de les initier et je leur demande parce que bon, j'ai même aménagé un petit espace dans mon magasin pour les clients qui veulent venir eux-mêmes rempoter leurs plantes. Si par exemple ils ont la plante à la maison qui a des petits problèmes, que les feuilles commencent à noircir, et ben ils me la ramènent et on essaye de voir le Donc vous êtes le médecin des plantes. C'est bien ça. Et plus tard, Inch'Allah, je vais essayer même de réserver un petit espace pour laisser les gens eux-mêmes réaliser leur bouquet de fleurs. Moi, ça c'est bien. J'ai toujours aimé ça parce que bon, c'est bien le contact. Laisser les gens, comme ça ils vont prendre l'habitude. Ils vont respecter maintenant les plantes. Il y aura cette interaction entre les personnes parce qu'au moins on se donne le temps d'échanger. On est là, c'est tout le temps. C'est tout le temps speed. Il y a de l'humanité. Il y a de l'humanité. Voilà, c'est dans cette Alors, avant de parler des fleurs, la plante qui est juste à côté de vous, ça aussi, elle est très belle. Ça, c'est la même plante que celle qui est en hydroponie dans le bocal, sauf mais que là, elle est en terre. Voilà. Donc, on peut l'avoir en deux options ou on peut l'avoir plantée en terre, voilà. Et là, c'est une petite plante qu'on peut offrir. C'est beau. Très facile d'entretien, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Donc là, c'est une plante qu'on peut offrir aussi. Très bien. Voilà. Alors, on va parler des... Il y a aussi celle-là. Hein? Oui, la Portulacaria afra, c'est comme... Je ne sais pas si on peut la voir. Non, je vais la prendre. Oh là là, doucement. Hop. Ça, c'est ce qu'on appelle les larmes du bébé. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Voilà, c'est une... Elle est lourde. C'est un peu lourd parce qu'elle est en terre et le pot est en oh là là, céramique. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Regarde, ça, je vais la mettre à côté de moi. Voilà. Tiens. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors, c'est quoi? Ça, c'est la Portulacaria afra, ce qu'on appelle les larmes du bébé. Ça, c'est une plante qu'on a essayé de faire en forme de bonsaï. Et là, ça pousse très, très bien. Elle est dans son substrat spécial. Et là aussi, je trouve que c'est pas plus beau que d'offrir ça. Oh, elle est belle celle-là, hein, Farid. Elle est belle. Wow. Et pour les compositions florales? Pour les compositions florales, ça aussi, vous le faites. Là, on a plein de petits bouquets de fleurs. Je le fais avec mon partenaire parce que je travaille avec
avec quelqu'un, avec Kamel, que je salue au passage. Donc, c'est avec lui qu'on fait ces compositions, qu'on fait ces compositions florales. Donc, il y a pour... Il faut savoir aussi marier, hein, j'imagine. C'est pas juste mettre... C'est essayer de faire, par exemple, marier les couleurs, les variétés de fleurs. Par exemple, dans celle-là, qu'est-ce que vous avez mis dans là, il y a le gypsophile, ce qu'on appelle il y a les roses. C'est des roses d'importation que j'aime pas tellement, entre guillemets. D'accord. Vous n'avez pas besoin de le dire, hein, juste les roses. Hein. Non, on veut les roses algériennes. Et des fleurs, et des fleurs c'est l'astromia, voilà. Donc, il y a cette composition. Fallait trop dire, c'est du 100% algérien. Oui, et bio, et je les préfère. C'est vrai qu'elles ne sont pas aussi belles que les fleurs d'importation. Mais elles sont entières, elles sont authentiques. Elles sont bonnes. Alors, dis-moi, quelle est la plus belle composition florale que vous ayez composée? La plus belle composition florale que j'ai composée, eh ben, écoutez, on était en sortie avec un groupe d'amis, un collectif d'amis de Zinbladi. On était partis sur Ghardaya. On devait fêter les 10 ans d'existence de Zinbladi. Je peux faire un petit coucou à Hadja. Bien sûr, vous pouvez. Allez-y. Un petit coucou à Hadja et à tous les Zinos et Zinettes qui me regardent. Là, on devait fêter l'anniversaire de la création. Et on cherchait point de fleuriste à Ghardaya. Point de fleurs à Ghardaya, il n'y avait pas. Comment faire? Il y a des roses de sable. Ce qu'on a essayé de faire, on a commencé à cueillir des fleurs sauvages. Donc, un peu de marguerite par-ci, un peu de bougainvilliers par-là, un peu de les palmiers par-ici. Et croyez-moi, on a réalisé un bouquet champêtre. Il était magnifique. Vous l'avez pas gardé, j'imagine. Waouh! Si la Hadja qui l'a gardé, elle l'a gardé pour elle, c'était waouh! Pour vous, c'était la meilleure composition? C'était la plus belle composition parce qu'on ne s'attendait pas, c'était une vous avez belle fait avec surprise. Ce que vous avez trouvé? Avec les moyens de bord. Avec les moyens. Comme quoi, on peut réaliser quelque chose de beau avec... 3 fois rien du tout, avec 3 fois rien du tout, voilà. Du coup, vous offrez de l'amour. Voilà, c'était juste magnifique. Eh ben, franchement, bravo. La prochaine fois, vous nous le ramènerez, ce bouquet, qu'on puisse le voir. Et puis, il y a celui-là aussi, ce bouquet qu'on va voir. Wow, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, c'est quoi? Enfin, pas un bouquet, c'est une plante. C'est quoi cette plante? Ça, c'est le syngonium aussi. C'est une variété de syngonium. Vous voyez, la couleur rose. Voilà. Ça, c'est de la même famille que le syngonium que j'avais mis dans le bocal, mais les feuilles sont rosées. Voilà. Donc, voilà. C'est beau. Oui, c'est tout un monde. C'est tout un monde. Donc, il faut qu'on vienne chez vous pour pouvoir... Je vous invite à venir chez moi. Moi, je suis aux sources. J'ai ma boutique là-bas. Soyez le bienvenu. On va venir pour voir la variété parce que vous en parlez tellement bien, avec passion. Et même si vous avez des plantes qui sont malades, que vous pouvez me les ramener et vous pouvez venir vous-même rempoter votre plante, choisir la plante, choisir le pot selon votre goût. Et là, on est à votre disposition. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Oui, toujours. On ira ensemble, à Paris. Rendez-vous pris. Rendez-vous pris, très bien. Et tu tiendras ta promesse, hein, quand on vient. Et comment? Très bien. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Franchement, merci d'abord pour l'énergie positive que vous dégagez. Merci pour toutes ces belles plantes. Merci d'en parler avec passion. Et vous revenez quand vous voulez. Nous, on aimerait bien vous avoir de temps en temps dans l'émission. Moi, j'aimerais bien parce que j'ai redonné envie aux gens de s'occuper des plantes et de mettre des plantes à la maison. À l'intérieur, voilà, il y a plein. Moi, mon rêve maintenant, c'est bon, il y a un certain temps, on avait le concours du plus beau balcon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est bien. Voilà, on devrait le réinstituer. Voilà. Eh ben, ça c'est un autre sujet, mais on en parlera aux personnes concernées. Ce serait bien ça. Laissez-nous le temps de réfléchir à comment inviter une personne qui viendrait nous parler de ça. Il faut choisir la bonne personne. Merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et merci de nous vous revenez bientôt.
Oui, Inch'Allah, avec Très bien. plaisir. En avec 2025, plaisir. c'est bientôt 2025. Avec plaisir. Merci Avec plaisir. Farid Khoudia, merci beaucoup. Merci de Bon m'avoir accueilli. festival, on Merci. rappelle du 25 au 28. Bah, tout le monde est le bienvenu. Vous serez en ouverture. Vous serez en ouverture, en clôture donc, de la soirée. Festival de la Voilà, chanson dans, Robé. dans la convivialité et dans le partage. Voilà, avec Voilà. beaucoup de roses. Et exactement. Donc J'espère. on devrait. Il y aura des bouquets sur scène. Pas des bouquets, bah, sûrement des doit y en ouais. avoir, bien sûr, mais en frais d'amour, c'est beaucoup plus. C'est ça, exactement. partagé. Oh là là, on est bien aujourd'hui avec toutes ces fleurs. On n'a pas envie de se quitter. Franchement, je vous assure, la plante, comment elle remonte le moral, comment elle donne un coup de fouet au moral. C'est incroyable. Merci, merci les plantes et merci les roses. Et merci à vous surtout de les avoir amenées. Voilà, c'est la fin de l'émission. On se quitte avec beaucoup de roses, beaucoup de plantes, avec le sourire de Madame. Alors, je sais pas. Voilà, Myriam, ma fiche qui est tombée. Voilà, Madame Myriam qui est avec nous aujourd'hui. Oui, je rappelle Myriam Mansouri et tout le bonheur qu'elle nous a apporté, ainsi que Farid Khoudia également par ses connaissances et par sa façon de parler. Le professeur Farid Khoudia, n'oublions pas de le signaler, n'est-ce pas? Professeur en espagnol. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Et merci à Soraya Hmoudi qui était à la réalisation et Hadjar Bessa au script, Anna, toute l'équipe du studio numéro 7 et la régie numéro 7. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec d'autres invités, d'autres chroniques. Passez une très très belle semaine et n'oubliez pas, souriez car vous êtes